Coucou tout le monde, bienvenue dans une nouvelle interview des audacieuses inspirantes. Et aujourd'hui, c'est Johanna qui est venue nous parler de qu'est-ce qui fait d'elle une femme, une entrepreneure audacieuse et inspirante. Bonjour Johanna, bienvenue. Oui, bonjour Christa. Donc moi je suis vraiment très contente d'être là hein, avec toi et merci pour cette opportunité de voilà que je puisse parler un petit peu de mon parcours et quelques points que je préparais pour vous voilà vous parler un peu de ces points importants dans ma vie professionnelle et personnelle. Hein. Ouais, mais merci d'avoir proposé de participer à ces interviews. Je me réjouis de découvrir, comme je dis toujours, tes pépites parce que je ne les connais pas avant l'interview. Donc, je vais découvrir tout ça. Alors, avant que tu nous parles un petit peu justement de ce qui fait de toi une femme audacieuse, inspirante, est-ce que tu pourrais prendre quelques minutes pour te présenter aux personnes qui vont te découvrir sur l'interview? Qui est-ce que tu es? Toi, Johanna, qu'est-ce que tu fais en tant qu'entrepreneur? Alors, donc moi aujourd'hui, je souhaite vous parler donc de mon activité de coach carrière et cadre Mhm. certifié. Et par rapport à cette activité, moi j'accompagne les particuliers, les salariés et les cadres dirigeants dans toutes les situations en lien avec l'activité professionnelle et le parcours des salariés. Aujourd'hui, je suis en train, par exemple, de monter un dossier CPF qui permet effectivement que mon accompagnement soit reconnu dans le cadre de formation et que tous les salariés, tous les particuliers puissent l'utiliser et pouvoir réfléchir sur leur parcours et leur carrière professionnelle. Hein. Mhm. Sinon, moi, je viens du secteur médico-social. Depuis 17 ans, je travaille donc dans le secteur social, médico-social et sanitaire. Dans 10 ans, je travaillais en tant que chargée d'insertion dans une association qui accompagnait des demandeurs d'emploi et qui était prestataire du Pôle emploi. Donc moi-même, j'intervenais dans les locaux du Pôle emploi. Et ensuite, je travaillais toujours en tant que chargée d'insertion au département. J'étais fonctionnaire où j'accompagnais des demandeurs d'emploi, notamment des femmes. C'est vraiment le public des femmes que j'accompagnais pendant des années et dans tout ce qui concerne le projet professionnel, aussi bien la recherche d'emploi, que la reconversion professionnelle et la création d'activités. Moi, j'étais dans un service social. Je travaillais dans une équipe pluridisciplinaire et c'est vrai que moi, j'adore travailler en équipe. Je trouve que c'est vraiment quelque chose qui me porte et qui est très intéressant pour les personnes qu'on accompagne. J'entends ici l'accompagnement parce que je travaillais pas mal sur ces sujets d'accompagnement, dans le sens de Maëla Paul. C'est une chercheuse et doctorante en sciences de l'éducation qui entendait l'accompagnement comme quelque chose où on va se joindre à quelqu'un sur un temps donné, c'est-à-dire on est avec cette personne, il y a un début et une fin de l'accompagnement pour aller où elle souhaite y aller. Et en fin de compte, c'est vrai que dans cette notion d'accompagnement qu'on peut proposer nous tous, il y a un début, il y a une fin, on l'accompagne la personne finalement vers où elle souhaite y aller. Et je pars toujours de postulat que la personne est experte de sa propre vie, comme nous tous. On sait, nous, ce qui est le mieux pour nous, en fin de compte. Donc, on est tous des experts de notre propre vie. Et voilà, donc, et aussi bien nous comme les personnes qu'on peut accompagner. Et on est là juste à accompagner cette marche un petit peu vers l'objectif que la personne se pose. Hein. Mhm. Euh, Est-ce que je continue? Ouais, moi, je dirais juste, avant que tu continues, et que c'est vraiment très juste et très important, je trouve, ce que tu partages sur l'accompagnement et le fait que le coach, c'est vraiment, comme tu dis très justement, quelqu'un qui marche à côté et qui permet à la personne d'avancer, mais la personne, elle a, elle, en elle, toutes les clés, toutes les solutions, et c'est vraiment important. Et je trouve bien à rappeler ce que tu évoques ici sur la posture du professionnel, du coach dans cette démarche-là. On accompagne quelqu'un, il entre, il termine, il n'y a aucune dépendance, il n'y a aucune influence, il n'y a aucune prise de pouvoir sur lui, mais vraiment, c'est cet accompagnement vers ce cheminement, cette transformation. Je me souviens quand je faisais du coaching, le formateur, un jour, il avait dit, un coach il devrait entrer dans la vie
d'un client et en sortir comme il est rentré vraiment. Et je trouvais que c'était vraiment très juste cette image de on est là pour un petit bout de route avec notre client, on l'accompagne vers un objectif et on entre dans sa vie et on en ressort pour qu'il puisse continuer à avancer justement de son côté. Et ce que tu partages là, je le rejoins parfaitement et merci de l'avoir repartagé aujourd'hui ici. C'est vrai que dans mon parcours, un petit peu, on va voir aussi, voilà, universitaire, j'ai travaillé pas mal sur ces questions-là. Et après, effectivement, peut-être juste pour finalement parler de coaching, pour moi, l'accompagnement, voilà, que je pouvais mener auprès des demandeurs d'emploi, c'était un accompagnement plus lent. Je trouve que le coaching, c'est un outil qui est puissant, mais qui, pour moi, c'est un processus qui est plus dynamique dans le sens où voilà, on est sur 7, 8 séances et la personne se met un petit peu en mouvement. On est vraiment sur cette question du présent et du futur. On Mhm. travaille par rapport à ce qu'il y a aujourd'hui comme situation pour vraiment s'orienter vers le futur. Donc, on n'est pas du tout sur le passé. On ne va pas chercher des situations du passé. On est vraiment centré sur aujourd'hui et le futur. Pour moi, ce qui est intéressant dans le coaching, c'est travailler sur des croyances limitantes. On a tous des croyances limitantes qui viennent de notre éducation, de l'enfance, de la culture aussi, de nos familles, mais aussi par répétition. Si on a des expériences qui sont peut-être négatives, on peut à un moment croire, donc du coup ça devient une croyance limitante. Et effectivement, le coaching permet d'assouplir, je trouve, assouplir un petit peu ces croyances pour voilà, que ça lâche un petit peu et ça nous permet de voir et de faire différemment finalement. Donc c'est ça qui est intéressant. Bien sûr, ce qui est aussi intéressant, qu'on n'a pas que des croyances limitantes, on a aussi des croyances soutenantes. Donc je vais vous parler un petit peu de ma croyance un peu plus tard, soutenante, qui me soutient finalement dans mon parcours et j'y crois très fort. Et donc du coup, c'est vraiment voilà, l'expérience qui nous donne un petit peu nos croyances. Et ce qui est intéressant dans l'outil des coachings, je trouve, c'est vraiment la mise en mouvement et qu'à chaque fois, après moi, ce que je propose, qu'effectivement, à chaque séance, la personne repart avec un plan d'action concrète à mettre en place en deux séances. Bien sûr, moi, je peux proposer des outils complémentaires entre deux séances où on peut travailler sur un sujet précis qui est sorti pendant voilà, le travail qu'on a mené ensemble. Et on est vraiment sur la question des ressources. C'est-à-dire, on cherche vraiment les ressources pour permettre à la personne de se mettre en mouvement et y aller là où elle souhaite aller. Donc, il y a aussi la question d'objectifs. Et je trouve que le coaching, il est vraiment centré sur les solutions. Mais tu connais toutes ces notions-là aussi. Exact, exact. Ben, merci pour ce complément sur le coaching. Alors, bah, toi, Johanna, qu'est-ce que tu souhaitais partager aux femmes qui vont voir cette interview et qui se disent, bah, moi aussi, j'aimerais pouvoir être audacieuse, moi aussi, j'aimerais pouvoir oser, j'aimerais pouvoir aller vers la vie qui me correspond, faire ce qui me correspond. Qu'est-ce que tu avais envie de nous partager aujourd'hui? Alors, juste peut-être encore, je vais revenir un petit peu par rapport à mon parcours, parce que moi, j'étais déjà à mon compte pendant 5 ans, Mhm. en 2015. Et donc, je travaillais à mon compte pendant 5 ans, 5 ans en tant que superviseur en un travail social, parce que dans le travail social, les équipes, ils ont vraiment besoin de cet espace de réflexion en équipe par rapport à l'usager, par rapport aux personnes qu'on peut accompagner. Et on peut se poser, réfléchir, donc ensemble. Donc, moi, j'accompagnais ces équipes en tout ce qui est analyse de la pratique, régulation. Et j'étais aussi formatrice en formation d'éducateur spécialisé et assistante sociale. Et donc, j'étais 5 ans à mon compte. J'avais un petit réseau. Donc, je travaillais avec les psychologues de travail. Moi-même, j'avais une supervision avec un psychologue clinicien. Mais mon réseau était quand même petit. Et en tant qu'intervenante extérieure, je revenais vers les équipes ponctuellement. Pareil en formation. Je n'étais pas quelqu'un qui était formatrice permanente. J'intervenais pendant les cours précis. Et je me suis aperçue au bout de 5 ans que j'étais assez isolée Oui. dans cette activité, des formatrices aussi. Donc, du coup, voilà, je voulais aussi partager ça, que par moment, il faut être très vigilant par rapport à cette question d'isolement
qu'on est à notre compte, parce que les personnes, ils ne voient pas ça de suite, en fin de compte. On est très content, on part sur notre activité, mais voilà, moi, je me suis aperçue que voilà, les travaux finalement d'équipe, être en équipe, ça, c'était vraiment quelque chose qui me manquait. Hein. Donc, j'ai décidé à ce moment-là de revenir dans un milieu de salariat. Et je passais un certificat de cadre dans le médico-social, c'est un certificat qui s'appelle CAFERUS. Et moi, j'étais donc une directrice d'une association qui accueille des enfants autistes et aussi chef de service des 3 unités en psychiatrie adulte. Et à un moment, effectivement, j'ai entendu un nouveau appel hein, que c'est bien d'être quand même à mon compte, mais je me suis dit, si je me lance dans cette activité de coach, donc j'ai passé aussi une certification professionnelle de coach professionnel, mais si je fais encore une activité à mon compte, je serai très vigilante pour intégrer des réseaux d'autres femmes, de rencontrer d'autres femmes comme moi, pour ne pas être seule, voilà, je vais faire différemment. Et du coup, c'est un petit peu l'objectif aussi que j'ai aujourd'hui, parce que j'ai lancé cette activité de coach depuis peu, et je me dis, je vais faire différemment, parce que j'apprends de mon passé, et du coup, et donc je fais aujourd'hui partie des 2 réseaux des femmes qui sont à leur compte, qui me permet de rencontrer d'autres personnes qui sont comme moi, et il n'y a que du bénéfice finalement. Et donc, ce que je voulais signaler, c'est, voilà, il faut pas rester seul, il faut vraiment partir à la rencontre des autres personnes qui sont comme nous, pour se créer un réseau, une petite équipe aussi, parce que, voilà, plus on fait souvent ces rencontres-là, plus après on se voit aussi au dehors de ce ton un peu formel, hein. Ouais. Je trouve que ce que tu partages là sur la solitude de l'entrepreneur, c'est vraiment très important. Parce que c'est vrai, comme tu l'as très justement dit, quand on part dans un projet à son compte, on est vraiment tout feu, tout flamme. On fait quelque chose qui nous passionne, qui nous anime, on y met toute notre énergie. Et effectivement, ben, moi aussi, ça a été très très dur à un moment, cette solitude-là, que je vivais pas en entreprise, que je vivais pas dans le salariat, parce que j'avais des collègues, j'avais un directeur, etc. Et on minimise ça, et puis finalement, on se retrouve un peu dans cette posture, on se dit, mais en fait, je fais ce que j'aime, c'est vraiment chouette, j'ai du temps, j'ai cette liberté, il y a plein de choses positives, mais effectivement, je suis très seule, et on se retrouve un peu démunis hein, face à, ok, bah maintenant, où est-ce que je vais? Et ce que tu partages, c'est important de rejoindre des réseaux d'entrepreneurs, justement des réseaux où on a des personnes qui vivent les mêmes choses que nous, qui nous comprennent, hein. On parle un peu la même langue, où on a les mêmes problématiques, parce que évidemment, quand on passe d'un salariat à l'entrepreneuriat, c'est tout un monde qui change, c'est toute une façon de voir le monde du travail, de voir le temps, de voir la vie, de voir les journées, l'organisation. Et ça fait vraiment du bien d'être entouré, d'être soutenu, d'être écouté, de partager avec des personnes qui vivent les mêmes choses que l'on vit nous aussi. Donc voilà, donc j'essaie de faire des différemment, c'est un peu le message que je voulais passer. Après, en fait, quand je fais un peu le point sur ma vie professionnelle, et en fait, je me suis aperçue que je faisais toujours un peu différemment. Donc moi, je suis donc polonaise, donc ça fait 25 ans que je vis à Bordeaux. Mm. Donc vraiment 25 ans, donc je me dis, voilà, c'est une date un peu peut-être symbolique aujourd'hui. Mm. Et déjà, en Pologne, au lycée, on devait choisir une langue. Donc, tout le monde choisissait des langues là, pour l'apprendre au lycée. Donc, ils choisissaient l'anglais. Et moi, j'ai choisi le français. Donc, je ne sais pas pourquoi. Mais déjà, je me suis dit, c'est un peu là le point où je fais pas comme tout le monde. Donc, je choisis le français. Donc, j'apprenais le français au lycée et à la fac ensuite. Je faisais des études des philo. Donc, j'ai une licence en philosophie. Et à un moment, je me dis, bon, avec la licence de philo, est-ce que je vais trouver un boulot? Et je trouvais l'idée que, ben, vu que j'apprends le français, je vais devenir le prof de français. Mais quand on apprend la langue à l'école, c'est une langue scolaire. Donc, je me suis dit, tiens, ça sera bien que j'aille en France pour une année, parce qu'il y avait un diplôme en plus pour devenir prof de français à l'étranger. Donc, je me suis dit, tiens, c'est vraiment une idée, je vais devenir prof de français.
Et je prends une année sabbatique donc à la fac en Pologne et je pars pour la France pour apprendre le français et avoir ce certificat pour être prof en Pologne. Et finalement aussi je suis là, ça veut dire que ça s'est pas du tout passé comme ça. Donc je suis restée une année de plus. J'ai bien obtenu les certificats donc pour être prof de français. Et finalement, je suis restée. Donc, j'ai fait des études en sciences cognitives, en neurosciences, en sciences sociales, en sociologie, plus tous les certificats professionnels, voilà, de superviseur en travail social, de cadre, café russe et maintenant de coach. Donc, c'est vrai que, voilà, déjà, c'était vraiment les circonstances qui faisaient que je suis là aujourd'hui, voilà, à ce moment-là précis. Après, il y avait aussi un autre événement qui a vraiment marqué mon parcours. Quand je travaillais en tant que chargée d'insertion, mon employeur nous a envoyé, il a organisé déjà des formations et il nous a envoyé en voyage d'études en Suède. Et c'était sur une approche qui s'appelle développement de pouvoir d'agir, le DPA. C'est une approche très connue dans les pays voilà, scandinaves, au Québec. En anglais, on dit l'empowerment. Développement de pouvoir d'agir, c'est-à-dire voilà, rendre le pouvoir, avoir son pouvoir d'action. Et moi, donc, ça fait des années que j'ai fait cette formation. Donc, je suis bien partie en Suède. On était accueillis par une association qui accompagnait des anciens toxicomanes, qui géraient par eux-mêmes presque cette association. Donc, c'était vraiment dans cet esprit de développement de pouvoir d'agir. Et on a vraiment fait un échange de pratiques professionnelles avec les travailleurs sociaux donc en Suède. Et c'était vraiment un point où on est revenu ensuite en France et on a appliqué cette méthode déjà aux demandeurs d'emploi. Et c'était vraiment incroyable ce qui s'est passé parce qu'en fin de compte, moi j'accompagnais par exemple, je prends un exemple qui m'a toujours marqué, c'était un jeune que j'accompagnais dans tout ce qui est recherche d'emploi. Donc c'est un jeune de 19 ans qui venait pour faire le point. Il a été suivi par la mission locale, voilà, faire un point sur les recherches d'emploi. Mais ça marchait pas. Donc ça fait déjà plusieurs mois que j'accompagnais ce jeune et voilà, c'était un peu comme je savais ce qui est bien pour lui. Donc, je lui disais, ah, c'est bien que tu fasses ce CV, là, des motivations. Lui, il faisait peut-être pour me faire plaisir, pour le faire, mais en fait, ça marchait pas. Et suite à ce voyage, changement d'approche. Effectivement, qu'est-ce qui est plus important ici et maintenant pour toi aujourd'hui? Donc, c'était un peu le questionnement de cette approche. Et lui, il me répond, en fait, et en fait, moi, le plus important aujourd'hui, ici et maintenant pour moi, c'est jouer au foot avec mes copains. J'ai pas d'argent pour payer une licence. Tout le monde joue de mon quartier, mais pas moi. Et moi, aujourd'hui, je veux être comme eux. Et en fin de compte, tout mon service, on était tous un peu formés à cette méthode. Et donc, on a mis en place un financement pour ces jeunes, pour qu'ils prennent cette licence de foot. Et donc, changement un peu de perception, d'optique, d'accompagnement. Et on va vivre, je vais dire, bon, c'est pas forcément l'objectif premier de nos rencontres, de notre accompagnement, mais on voit ce qui se passe. Et en fait, donc le jeune, il s'inscrit à ce club. Il joue, il est très content. Et il est vraiment super content. Et au bout de 6 mois, il revient, il me dit, mais est-ce qu'on peut chercher un emploi maintenant? Et finalement, la situation s'est débloquée assez rapidement une fois qu'il a pris une décision, et Oui. c'était sa décision. Donc, voilà, c'est maintenant que je veux chercher un emploi. Donc, finalement, ça montre aussi, voilà, que on était vraiment, on est accompagné aussi dans cette démarche des changements de pratiques professionnelles où on partait vraiment de ce qui est important pour les gens, ici et maintenant, comment on peut faire différemment. Et ça, je trouve que ça diminue notre usure professionnelle parce que finalement, c'est la personne qui se retrouvait comme actrice de son accompagnement et de son parcours. Et nous, on était un petit peu là, juste au soutien. Et c'est elle qui dirigeait un peu où elle voulait aller. Donc, c'était cette question d'expert qui est apparue à ce moment-là pour moi, d'une manière très importante. Mais cette méthodologie aussi, je l'appliquais pour moi.
Parce qu'en fin de compte, à un moment, je me suis posé la question, mais alors moi, finalement, qu'est-ce qui est plus important ici et maintenant pour moi? Qu'est-ce que je peux faire différemment? Et c'est finalement là que ces premiers changements commençaient à venir, en fait, pour moi, dans ma vie professionnelle. Et c'était une méthodologie que j'ai toujours appliquée dans tous les accompagnements d'équipe en analyse de la pratique, en tant que cadre aussi à mes équipes, même si c'est un peu différemment, mais même en analyse de la pratique, j'avais des équipes qui étaient souvent dans la plainte. Ah oui, on peut pas, c'est parce que c'est l'environnement qui est comme ça, parce que c'est quelqu'un qui nous permet pas. Et moi, je le disais, j'entends votre plainte, oui, j'entends, elle est réelle. Mais maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire pour faire différemment et pour c'est un petit peu mettre en mouvement. Donc c'est vrai que je dirais que vraiment c'est vraiment un point dans mon parcours professionnel qui a tout changé. C'est cette approche-là. Ouais, c'est vraiment important et intéressant ce que tu partages là sur justement ce changement de perspective qui fait, en passant à l'action, qui fait que ça débloque quelque chose et qu'ensuite on avance et puis surtout qu'on revient à soi, à sa responsabilité. Comme tu dis, il y a des choses à l'extérieur qui ne fonctionnent pas, il y a des problèmes, ils sont là, ils sont réels. Mais vraiment, si je reviens à moi, qu'est-ce que je peux mettre en place comme action pour faire bouger les choses autour de moi? Et les exemples que tu as cités sont vraiment parlants par rapport à tout cela. Donc c'était voilà ces points-là. Et deuxième point, comme je faisais pas mal des écrits, c'était vraiment cette question dont parlait Enriquez, c'est-à-dire aujourd'hui le monde du travail change. Tout le monde le sait. Le monde du travail devient de plus en plus morcelé. Et finalement, on a un changement de questions. On passe de questions pourquoi vers la question comment. Donc comment, c'est-à-dire on est beaucoup sur des procédures sur l'organisation. Mais cette question de pourquoi du sens, elle est de plus en plus complexe à traiter, à réfléchir. C'est-à-dire, on va faire beaucoup de choses, on est toujours voilà, dans le mouvement de faire, mais pourquoi on le fait? Donc, c'est vrai que la question de coaching revient à cette sens voilà, revient à cette question, voilà, pourquoi le sens, qu'est-ce que voilà, pourquoi je le fais. Il y a aussi Dujarrier qui disait que, voilà, on vit accélération du temps. Aujourd'hui, c'est une époque, voilà, tout s'accélère, il y a moins en moins de place pour la réflexion. On est vraiment dans cette urgence à faire, à répondre. Et voilà, tous les accompagnements qu'on propose, les coachings, c'est vraiment ce temps précieux de pause. On se pose, on peut réfléchir. Moi, j'étais cadre et c'est vrai que j'avais pas ce temps de réflexion comme ça sur ce que je fais, sur la pratique, comment je peux faire différemment. Et finalement, c'est des espaces qu'on offre de cet arrêt, voilà, réfléchissant, voilà, le sens, comment on peut faire différemment. Et je trouve c'est vraiment bénéfique en fait, hein, pour tout le monde. Mhm. Ouais, très très juste. Ce temps de qualité et de pause, d'écoute. Et c'est vrai, comme tu le partages, on est dans un monde où il y a tellement de distractions hein, que c'est difficile de prendre ce temps-là, de se dire, OK, je me pose, je regarde les situations, je regarde qu'est-ce qui fonctionne moins, qu'est-ce que je peux changer, comment je peux voir autrement, comment je peux mettre peut-être plus de sens à ce que je fais. Et vraiment d'aller dans ces réflexions-là de l'être et d'être moins dans ce faire, effectivement. Et c'est intéressant ces deux pistes que tu proposes parce que j'aime beaucoup parce qu'elles mélangent ces deux aspects essentiels aussi finalement au coaching du faire, de passer à l'action, de faire des choses, de mettre en mouvement, mais en même temps de prendre du temps d'introspection, de retour à soi, de retourner vraiment à quel sens je veux donner à ma vie, quelle suite je veux donner à ce que je fais, et vraiment d'avoir ces deux espaces ouverts cette recherche finalement d'équilibre, un peu de yin et yang, hein, c'est un peu ça, qui permettent vraiment de pouvoir avancer, s'épanouir dans notre vie, dans nos projets, dans notre vie personnelle, professionnelle justement. Donc pour terminer un petit peu, donc voilà, un petit peu les pépites, tu me parlais des pépites Mhm. que je souhaite partager. Donc effectivement, donc, on est tous des experts.
de nos propres vies. Et les personnes qu'on accompagne aussi sont des experts de leur propre vie. Ils savent ce qui est le mieux pour eux de toute façon. Et nous, on est vraiment là pour accompagner cette réflexion. Hein. Moi, j'ai toujours fonctionné par l'objectif, c'est-à-dire que pour moi, tout changement égale objectif clair et précis. Et ça nous guide. Ouais. Ça m'a toujours guidée. À un moment, si je voulais changer, oui, d'accord. Et je me souviens que quand je commençais à travailler, tout le monde parlait d'être fonctionnaire, que c'est bien d'être fonctionnaire. Je dis, tiens, pour moi, je veux être fonctionnaire. Et en fait, je me suis un peu focalisée sur ça. Mais précisément, je notais où je vais travailler. Je me suis laissé un temps. Et finalement, il y a une annonce qui était là. Je postulais et j'étais prise. Et en fin de compte, bon, aujourd'hui, je suis fonctionnaire en disponibilité, mais voilà, j'ai toujours fonctionné sur un objectif, c'est-à-dire que je trouve qu'il faut un petit peu, et même le cerveau en neurosciences, on sait bien que le cerveau, il aime bien savoir un peu un point qui nous guide. Donc, si on veut faire un changement, il faut quand même qu'on précise pourquoi faire en fait. Donc voilà, donc moi j'ai toujours fonctionné sur ces objectifs. Non, et après, la chose que j'ai toujours remarqué, qu'il faut une décision. C'est-à-dire, l'objectif ne suffit pas. À un moment, il faut prendre une décision. Et même si par moment, je sais que je perds, en fait, on peut avoir peur. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que on a peur? Oui, ça se prépare. On prend des risques mesurés. Et tout changement se prépare. Mais si on ne prend pas la décision, on ne va pas pouvoir vraiment faire ce switch pour aller vraiment faire ses pas en avant. Donc voilà, travailler toujours un objectif, prendre une décision. Donc il faut un peu de courage quand même pour le faire. Et par moment, on a besoin de demander, je pense qu'on a besoin de l'aide. On peut faire beaucoup de choses toute seule, mais si on sent qu'on ne sait pas trop, moi, je conseille toujours chercher de l'aide autour des, pas forcément avec un professionnel, mais vraiment autour de nous, il y a sûrement des personnes, des ressources qui puissent nous aider, pour qui nous aident un petit peu dans notre réflexion même, hein, et dans cette décision et cette mise en mouvement. Donc, et après, voilà, moi, je suis aussi dans cette réflexion de mise en mouvement. Ce qui est vraiment le plus important, c'est qu'on commence à bouger. Et après, de toute façon, voilà, ça va nous amener des rencontres, des idées, des projets. Et du coup, je disais que j'ai parlé des croyances limitantes. Donc, moi, j'ai une croyance soutenante et qui fait que j'ai fait pas mal de changements professionnels dans ma vie. Vraiment, j'ai fait des changements de secteur, d'activité, et ça a toujours bien marché. C'est-à-dire, à chaque fois, c'était des changements, je trouvais plutôt réussis pour moi, qui étaient plutôt des succès. Donc, finalement, aujourd'hui, avec la perspective de plusieurs années, je me dis, voilà, j'ai une croyance finalement que j'ai découvert récemment, que je sais que ça va toujours marcher en fait. Mhm. Et c'est quelque chose qui m'accompagne et que je suis vraiment persuadée que toutes les démarches, tous les changements que je mets en place, ils vont m'amener à quelque chose qui est plutôt positif. Ouais. Et je savais pas que j'avais cette croyance-là. Donc, finalement, c'est en formation de coach, où moi-même, je me suis fait coacher par des collègues, que j'ai découvert cette croyance forte que j'avais en moi. Et donc, sûrement aussi, vous avez des croyances tous limitantes, mais aussi soutenantes. Et il ne faut pas oublier ce côté positif qu'on peut avoir en nous. Ouais, très juste. Merci pour cette belle conclusion sur les croyances soutenantes et aidantes, effectivement, qui sont essentielles, qui sont un moteur et qui sont, comme tu l'as dit, inconscientes, hein. On ne les voit pas, elles sont là en nous et nous permettent d'avancer. Et merci aussi pour ces belles pépites que tu nous as partagées aujourd'hui avec aussi une partie de ton cheminement, de ton parcours, hein, de femme, d'entrepreneur. D'expatriation également. Je Mais te en tout souhaite. cas, pour moi, c'était tout aussi extrêmement intéressant parce que ça m'a permis un peu faire le point et de remarquer certaines choses que peut-être je n'ai pas vues, Mm, que finalement, voilà, c'est des petits cercles qui reviennent finalement. exactement.
Eh bien, merci beaucoup. Les personnes qui voudront te découvrir pourront retrouver sous la vidéo tes coordonnées pour aller voir plus loin ce que tu proposes, qui tu es. Et moi, je te souhaite plein de succès dans tes nouveaux projets professionnels. À Ben, bientôt. merci. Merci beaucoup à toi. Merci. Merci.